Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonsoir tout le monde, c'est Yann Ajmo qui vous parle. Re-bienvenue sur le Francophone. Ce soir, on est samedi le 21 mars 2020. Je suis entre deux patients, alors je prends quelques minutes pour vous parler du sujet du jour. Naturellement, on parle de COVID. Il y a 48 heures dans notre hôpital, dans notre installation, dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, on a intubé notre premier patient COVID positif. Ça a été, à somme toute, une bonne expérience. Beaucoup de stress, beaucoup de pression. On s'en est très bien sorti, ça s'est bien passé. Naturellement, il y a toujours des choses à peaufiner, donc je voudrais en parler avec vous, le discuter. N'hésitez pas à donner vos commentaires. Le but étant de, si vous en avez pas encore fait ou si vous en avez fait, je pense que de prendre l'expérience de tout le monde, ça peut juste être une chose positive. Donc, globalement, c'est un homme de 75 ans avancé qui avait la symptomatologie classique. C'est un cas communautaire, il n'a pas voyagé, il n'a pas été en contact non plus avec des gens qui ont voyagé. Et durant les 5 à 6 premiers jours de la maladie, il y avait de la fièvre, de la toux. Il s'est même présenté dans un autre hôpital, il a été testé négatif et il a reçu des antibiotiques. Par la suite, les symptômes aux alentours de la 6e, 7e journée ont commencé à augmenter, un petit peu plus dyspnéique. Lorsqu'il s'est présenté à l'hôpital, il désaturait légèrement. Alors, il y a eu une escalade des besoins d'oxygène. Et vers la fin de la nuit, notre urgentologue a décidé de le scanner et effectivement, le tableau était très compatible avec une image d'ARDS au scan. Alors, au matin, le patient était de plus en plus hypoxique, puis avec un ventimasque, il saturait aux alentours de 90-92%. Donc, toute l'équipe des soins intensifs s'est mobilisée. On a tout révisé la technique, puis voici un petit peu comment on le fait. Alors, pour commencer, on a enlevé le ventimasque. On a mis un ventimasque de type Flow2 Max avec un filtre pour essayer de réduire la propagation. Ensuite de ça, naturellement, on a tout révisé le protocole de habillement et déshabillement du médecin qui l'intubait. En l'occurrence, c'était moi ce matin-là. Et on a préparé notre médication. On a utilisé du fentanyl, de la kétamine et du rocuronium. Et on a décidé d'en faire une séquence rapide, naturellement. Alors, lorsqu'on est rentré dans la salle, en fait, je suis rentré, moi, avec 2 inhalothérapeutes. On essaie toujours de réduire le nombre de personnes au minimum pour essayer d'éviter la propagation et l'exposition, plutôt, je devrais dire. Mais dans ce cas-là, j'aimais mieux avoir 2 inhalos avec moi. Donc, on avait fait préparer par les inhalos tout de suite le ventilateur. J'avais mis des ventilations de protection, de ventilation protectrice, le Lung Protective Ventilation. Donc, par rapport au poids, je lui avais mis en acité contrôlé 450 par 20. On a tout de suite décidé qu'on y allait avec un PIP à 12 pour commencer et une FiO2 à 100% naturellement. Donc, les principes de base qu'on devait respecter, c'était avant tout de ne jamais utiliser l'embu, de ne jamais baguer, là, comme nous on appelle, pour éviter l'aérosolisation des particules. Et il fallait essayer d'éviter à tout prix de le faire. Si on devait le faire, par contre, on avait mis sur notre embu un filtre et une valve de pipe pour réduire au minimum. Donc, l'intubation s'est globalement bien passée, sauf au niveau de l'hypoxie. Alors, par le moment que j'ai donné le rocuronium et que j'ai attendu mon 45 secondes standard et que je me suis installé pour l'intubation, le patient a désaturé en l'espace de 20 à 30 secondes de 89% à 36%. Heureusement, aucune bradie, il a bien toléré et le tube a rentré un petit peu difficilement au début, mais il a fini par rentrer. Et ensuite de ça, on a connecté directement le ventilateur sans baguer le patient. Et ensuite, on a fixé le tube. La saturation a remonté sur l'espace d'à peu près 60 à 90 secondes. On est remonté en haut de 90. Donc, ça s'est bien passé. Puis, au niveau hémodynamique, il n'y a eu aucun problème avec le fentanyl et la kétamine. De la phényléphrine avait été préparée naturellement en prévention, mais on n'en a pas eu besoin. Pour ce qui est de la technique même d'intubation, c'est une technique standard, mais on l'a pas fait en laryngoscopie directe là, pour justement éviter d'avoir le visage trop près des sécrétions. Donc, on a utilisé un CMAC là, ou une sorte de glide scope, là, si on veut, pour ceux qui connaissent pas le CMAC. Et ça s'est bien passé, une bonne visualisation. C'était un grade facile d'intubation. Par la suite,
On a installé le tube nasogastrique. Malheureusement, il est arrivé une petite complication. Je me suis un peu contaminé en enlevant et en remettant le stéthoscope pour écouter le bruit d'air. Donc, je l'ai déposé sur le patient, mais c'est un réflexe que l'on fait malheureusement souvent. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que l'intubation, le protocole au complet, bon, une intubation, c'est une intubation là, pour les gens qui sont expérimentés puis qui en ont fait quelques-unes, ça va de soi, ça va, on est habitué, on le fait, c'est régulier, on est habitué de dealer avec l'hypoxie. Mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses que l'on fait qui sont contre-intuitives. Comme par exemple, de vouloir baguer lorsque la saturation baisse, ben, c'est un réflexe normal du médecin de le demander ou de l'inhalothérapeute. Et là, il faut vraiment être aux aguets. Donc, le stress venait pas seulement de l'intubation puis de l'hypoxie, mais de tout ce qui tourne autour, puis surtout de la crainte de se contaminer. Donc, pour éviter ça, ben, c'était une jaquette non stérile mais imperméable, des gants longs qui remontent jusqu'aux avant-bras, un masque N95 après un fit test fait avec succès, une visière et un petit chapeau chirurgical pour éviter de contaminer les cheveux. Et pour cette fois-ci, lorsque je suis sorti de la salle, ben, je l'ai fait avec notre infirmière de prévention des infections qui était face à moi à l'autre côté de la porte pour faire la procédure usuelle avec le lavage des mains qui se fait environ 6 fois, donc après chacune des étapes d'enlever un morceau à la fois. Alors, notre patient a été transféré parce que notre protocole présentement au Québec, c'est de envoyer dans un centre receveur désigné. Le patient a été transporté avec succès, sans aucun problème. De toute façon, sur les 4 heures qui ont suivi l'intubation, en fait, l'intubation s'est faite au matin, il a été transféré dans la soirée. Sur les 4 heures, les 4 premières heures finalement après l'intubation, on a réussi à descendre la FiO2 jusqu'à 60%. On n'a pas installé de voie centrale, on n'a pas installé de canule artérielle, donc j'ai pas pu faire un ratio P sur F adéquat. Mais avec une saturation, une FiO2 à 60%, j'avais ma saturo qui était aux alentours de 93, qu'on trouvait qui était globalement acceptable. Le patient avait un bon gabarit, donc j'avais besoin de fortes doses de fentanyl et de propofol pour le garder fortement sédationné. Il y a eu besoin de 2 doses de rocuronium, dont une à l'intubation, mais une un peu plus tard dans la journée parce que la ventilation était un peu plus difficile. Mais par la suite, ça s'est bien passé. Et une légère dose de norépinéphrine pour maintenir les pressions. On a su par la suite finalement que en plus du COVID positif, il y avait une hémoculture à Staph en amas. Donc, j'ai pas eu d'autres résultats pour l'instant. Bon, c'était peut-être une contamination, mais peut-être une surinfection bactérienne quelconque. Le patient chauffait beaucoup de température, donc 39 jusqu'à 39,3. En parlant avec mon collègue de l'hôpital receveur, il nous disait que tous ces patients faisaient beaucoup de température sur plusieurs jours, donc il essayait de contrôler avec Tylenol. Certains patients avaient besoin de matelas réfrigérants lorsqu'ils dépassaient les 40 degrés. Et le régime de médication qu'on a décidé de faire, c'est celui que notre hôpital receveur nous a suggéré. C'était de donner de l'azithromycine 250 mg intraveineux aux 24 heures et l'hydroxychloroquine 200 mg per os TID. Il y avait aussi une notion de peut-être donner la trithérapie, le Kaletra. Donc, à ce moment-là, on a décidé de éviter de le faire parce que depuis 48 heures dans le centre receveur, il avait arrêté de le faire. Naturellement, lorsque l'on mélange l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, il faut surveiller notre QTC. Notre patient en avait un aux alentours de 520, donc ce qui était acceptable dans les circonstances. Depuis qu'il est transféré, j'ai pas eu d'autres nouvelles, malheureusement. Faut dire que tout le monde est occupé. Puis, on a fait un debriefing après, tout à fait normal de le faire, comme après chaque situation complexe ou chaque code, par exemple. On a mis sur pied une petite réévaluation de ce que l'on a fait, mais globalement, je pense que ça s'est bien passé. Puis on attend le prochain, puis on va voir comment que ça va se passer. Alors, j'espère que vous avez apprécié le partage d'expérience. J'espère que ça va pouvoir vous aider pour ceux qui n'en ont pas encore fait. Alors, quelques principes. Garder son calme tout le temps, de tolérer la désaturation, de ne pas baguer finalement ou d'utiliser l'embu même lorsque ça désature. Et si vous devez le faire, utilisez un filtre. De toujours bien communiquer avec votre équipe, de toujours vous assurer que vous respectez les principes de protection
et de préparer votre ventilateur pour ne pas avoir l'envie de baguer lorsque l'on intube. Puis de faire confiance à votre équipe, de faire confiance aux gens qui vous entourent, puis de toujours préparer un binôme à l'extérieur, donc un inhalothérapeute de plus, une infirmière de plus et un autre médecin de plus, déjà prêt à rentrer, mais qui reste à l'extérieur au cas où vous en avez besoin ou au cas où un de vos membres de votre équipe a besoin d'avoir de l'aide en cas de nécessité. Alors, je sais pas qu'est-ce qui nous attend. Je regarde ce qui se passe en Italie. Je commence à devenir inquiet un peu, mais je pense que si on est bien préparé, les choses devraient bien aller, ou du moins, on va pouvoir le tempérer. L'important, c'est de bien se protéger, pas seulement parce que c'est dangereux pour nous, même selon ce que l'on peut entendre. Lorsque l'on est jeune et en santé, ça va bien, mais c'est surtout pour éviter de contaminer tout le monde autour de nous. Alors, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. J'espère que vous vous préparez dans vos centres hospitaliers de façon adéquate. À la prochaine. Au revoir. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.